Un an après le rapport Gallois, donc ce gouvernement auquel appartient Arnaud Montebourg a fait beaucoup de choses pour les entreprises et notamment le CICE, le fameux crédit d'impôt recherche compétitivité, 20 milliards d'euros, c'est un geste considérable. Est-ce que pour vous, il manque encore beaucoup de choses pour que vous soyez satisfait ou est-ce que vous diriez que c'est un pas vraiment décisif qui a été accompli? Alors, il y a des choses qui ont été faites. Nous avons salué en effet le rapport Gallois, nous avons salué le CICE qui est arrivé, même si nous considérons que c'est nécessaire mais pas suffisant. Nous avons salué les assises de l'entrepreneuriat, les 34 filières proposées par le ministre, qui nous a paru tout à fait intéressant pour donner un cap, une vision industrielle et technologique au pays. Ça, ce sont vraiment des bonnes choses. Là où nous souffrons beaucoup, c'est la situation actuelle du pays, c'est-à-dire que nous avons toujours ce taux de chômage à 11%, nous avons toujours un taux de défaillance des entreprises qui continue d'augmenter, nous avons toujours une grande souffrance à la fois des entreprises, des salariés, des entrepreneurs sur le terrain, et ça c'est la réalité, je dirais, d'octobre 2013. Donc ce que nous disons, nous, c'est que, et puis nous avons toujours 65 milliards de déficit de commerce extérieur, et un niveau d'investissement français qui est malheureusement encore à l'arrêt. Donc quand vous regardez la réalité, malheureusement, de l'entreprise France, les 4 ou 5 indicateurs clés sont aujourd'hui, au 1er novembre, 3 novembre, dans le rouge. Donc ce que nous disons, c'est qu'il y a urgence à aller plus loin, plus vite, plus fort. Alors, le CICE, si vous voulez, nous avons salué le rapport Gallois quand il est sorti. Il montrait en effet une marge de 28% des entreprises françaises par rapport à 40% moyenne européenne, 42%. Le CICE a été inventé, très bien, 20 milliards de crédit d'impôt, très bien. Nous sommes à un quart seulement de l'effort qu'il faudrait faire. Pourquoi un quart? Je rappelle, nous avons aujourd'hui estimé, mais tous les rapports le montrent, qu'il y a 100 milliards de trop, je reviendrai là-dessus, mais très rapidement, de prélèvements obligatoires par rapport à la moyenne européenne. 50 sur le coût du travail, 50 sur la fiscalité. Nous avons donc fait avec le CICE, Louis Gallois l'a dit ce matin dans les Échos, la moitié du chemin sur le coût du travail par rapport à l'Allemagne. Donc, l'effort devrait être 2 fois plus fort sur la baisse du coût du travail, ça c'est la première chose, et sur la fiscalité, qui est au-dessus du résultat, nous avons une 50aine de milliards d'euros en trop par ces 150 taxes affectées qui nous plombent et qui nous plombent sur les marges globales de nos entreprises françaises. Globalement, l'estimation, c'est que nos marges devraient se redresser peut-être de 2-3 points, disons même 4, allez, avec le CICE. Soyons généreux, on pourrait passer de 28 à 31, 32, mais nous sommes toujours très loin de la moyenne européenne, qui est à 40% aujourd'hui. Et la compétitivité, c'est la clé de tout. La compétitivité permet d'innover, d'investir, d'embaucher, de s'autofinancer. Les entreprises, le meilleur financement, c'est l'autofinancement. Donc je crois que si vous voulez, tant qu'on n'a pas réglé une bonne fois pour toutes ce problème de compétitivité par un vrai choc qui irait au-delà, eh bien je pense qu'on va continuer de patiner. Ensuite, deuxième élément, la confiance. Il est vrai qu'il y a encore de la méfiance. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes choses qui sont faites par ce gouvernement. Je les ai citées tout à l'heure. Mais malheureusement, si vous voulez, c'est toujours contrecarré par des projets de loi, des propositions de loi qui vont à l'envers, qui sont toujours le petit coup de griffe ou la gifle aux entreprises, aux entrepreneurs. Typiquement, quelques idées. La retraite, nous avons de nouveau eu le gros projet de pénibilité, qui est un épouvantail affreux, qui est anti-économique. La pénibilité, bien sûr que nous sommes conscients de la pénibilité, mais voilà un sujet qui crée beaucoup de stress sur les plus petits entrepreneurs, notamment du bâtiment, des TP, qui vont se dire, moi si on rouvre cette boîte de Pandore, avec la complexité, avec le coût, avec toute la complexité individuelle que ça induit, eh bien je sous-traiterai à des Polonais, à des Roumains. C'est ça qu'on entend aujourd'hui. La loi Hamon, très belle loi sur l'économie solidaire et sociale, eh bien il y a 2 articles, 11 et 12, qui en fait impose que lorsque vous voulez vendre votre petite entreprise de moins de 50 personnes, vous devez consulter votre personnel. On sait que c'est un processus qui est confidentiel, qui est privé, qui est intime. Il y a à chaque fois, si vous voulez, ce problème de confiance que nous avons et de cohérence globale. Si nous voulons créer de l'emploi en France, il faut faire le pari de l'entreprise, de l'innovation, des entreprises, le choix d'entreprise et de ses équipes, et faire que tout
tout soit cohérent et qu'il n'y ait pas cette petite coup de griffe systématique que nous avons et qui est insupportable. Dernière phrase, et je laisserai peut-être le ministre répondre. On entend souvent encore cadeau aux entreprises, cadeau aux patrons. Bon, ça c'est insupportable pour moi. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on n'a toujours pas compris le niveau extrêmement faible, la fragilité des marges et donc des entreprises françaises, et qu'on croit que les patrons vont partir s'en mettre plein les poches en dividendes, etc. Mais il faut voir l'économie française dans le monde entier. Nous sommes la plus faible rentabilité. Derrière une entreprise, il faut toujours le rappeler, il y a des équipes, il y a des salariés. Il faut toujours rappeler que nous avons 70% des solutions du pays, et y compris le pouvoir d'achat des ménages. Parce qu'on nous dit, voyez, vous êtes très bien servis, vous les entreprises, parce que les ménages, beaucoup moins. Mais le meilleur pouvoir d'achat qu'on peut donner aux ménages, c'est par les emplois, c'est par le travail, et c'est donc par les entreprises. C'est le meilleur pouvoir d'achat qu'on peut donner. Donc je dirais, continuer de dire, ou de faire croire que l'entreprise est très très bien, je dirais, a été très bien choyée par ses budgets, etc., ou servie, alors que nous connaissons tous ses soucis et ses problèmes de marge, je crois que c'est continuer d'entretenir en France ce problème qu'on a de toujours d'opposition entre l'entreprise et le reste du monde, alors que nous avons 70% des solutions du problème en main, l'emploi, la croissance, l'investissement, le pouvoir d'achat des salariés et des ménages, etc., etc. Donc il faut faire le choix beaucoup plus fort et en assumant totalement cette économie, et donc faire 4 fois l'effort du CICE. Bon, on a noté. Monsieur le ministre, vous avez le sentiment de donner des coups de griffe en permanence à votre voisin de gauche Qu'est-ce que vous voulez dire? Des coups de griffe, comme il disait. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ça le... Non mais, le MEDEF est un éternel insatisfait. Quand on a compris ça, on sait que de toute façon, on n'aura jamais de compliment du MEDEF. Alors là, il y en a un qui est venu seul, sans que je le sollicite, si vous voulez bien, dans les Échos, en faire la une. Parce que ça va changer l'ambiance, pour une fois. Bon, alors, je voulais vous remercier de votre invitation et vous dire que je commence à avoir du plaisir à discuter avec M. Gattaz, qui est devenu maintenant mon contradicteur habituel. Donc, il ne me reprochera pas de me répéter, puisque lui-même s'est répété. Voilà, ça c'était pour mettre un petit peu de détente dans ce débat. Bon, écoutez, vous avez raison de dire qu'on a des informations assez contradictoires. L'économie, les indicateurs de morale, de conjoncture macroéconomique sont plutôt à l'amélioration. Les indicateurs microéconomiques, Altares, les faillites, sont plutôt négatifs. Donc on est dans un moment incertain, et je le vois dans mon quotidien des défaillances d'entreprises. Nous essayons, comme vous le savez, c'est notre stratégie de garder nos outils industriels, même si on les restructure courageusement, avec des efforts de tout le monde, parfois les dirigeants, parfois les banquiers, les créanciers, l'État en fait partie, les salariés aussi, qui payent, pour essayer de garder une base productive. Alors, sur les choix macroéconomiques que nous avons faits, bon, c'est vrai que nous avons fait le choix du crédit d'impôt et compétitivité. C'est un choix auquel nous nous tenons. Nous ne voulons pas changer les dispositifs chaque année. Nous voulons construire un univers relativement stable, même si il est difficile d'expliquer, alors que la loi de finances dans la Constitution est un vote annuel, de dire qu'il ne faut jamais rien voter. C'est un vrai problème. Donc, sur un certain nombre de décisions que nous avons prises, le crédit d'impôt recherche, 7 milliards de déductions fiscales pour les entreprises, et c'est un crédit d'impôt populaire. Le crédit d'impôt compétitivité emploi, nous avons fait le choix de la stabilité dans nos décisions. Je voudrais d'abord dire qu'il n'est pas entré en vigueur. Il n'y a que 10 000 entreprises qui l'ont préfinancé, à hauteur de 870 millions. Donc c'est un crédit d'impôt dont nous ne connaissons pas l'impact encore, puisqu'il entre en vigueur au 1er janvier. À tel point que nous avons mis en place des mesures d'analyse pour savoir si c'est la bonne ou la mauvaise décision. Donc moi je voudrais qu'on donne une chance à cette politique avant de dire c'est pas assez, c'est pas bien. Le pire que j'ai entendu chez vos adhérents, donc moi je les engueule à chaque fois que j'entends ça, c'est une usine à gaz. Mais ils n'ont rien compris. On demande aujourd'hui d'accéder au CICE parce qu'on l'anticipe. Et d'ailleurs, ça a été facilement octroyé, on a réduit les taux d'intérêt qui étaient demandés, et finalement, il va être applicable de façon uniforme, généralisée, non conditionnelle, et nous faisons par cet acte
confiance aux entreprises, au dialogue social dans l'entreprise pour décider de quoi en faire. Les entreprises en croissance, les entreprises en excellente santé, que vont-elles faire du CICE? Donc on n'a pas fait le tri, on n'a pas organisé des murailles, des contrôles. On a dit, tout le monde le prend et vous discutez dans l'entreprise de l'usage que vous en faites. Il y en aura chez Renault. Ça va servir la cause des relocalisations. Voilà. Il y en aura à la Poste. Ça va servir peut-être à la mutation de la Poste, qui a besoin de découvrir des nouveaux métiers. Il y en aura dans toute petite PME. On a retardé des projets industriels depuis longtemps. J'ai vu que quelques interlocuteurs, orateurs avant moi avaient dit la reconstitution des marges, ça permet de faire des projets. Eh bien, c'est un effort que la nation consent à toutes les entreprises à hauteur de 20 milliards. Ça n'a jamais été fait. Donc, donnons une chance à cette politique avant de la critiquer. Je note quand même que même les instituts les plus cruels avec la politique du gouvernement voient un certain nombre d'éléments d'amélioration. Je voudrais vous donner d'abord Eurostat, qui fait une analyse d'évolution du coût du travail, qui est quand même un de nos problèmes. Nous l'avons constaté dans le rapport Gallois, nous avons mis en œuvre une politique pour y remédier. Mais entre le deuxième trimestre 2012 et le troisième trimestre 2013, c'est en France que le coût du travail est le moins augmenté. Il a augmenté de 1,6 en Allemagne, 1,2 dans la zone euro, 2,1 en Italie, 0,4 en France, 0,4 en Espagne. Ça veut dire que nous sommes au niveau des coûts du travail, donc des coûts de production liés à l'emploi de la main-d'œuvre. Nous sommes aujourd'hui au niveau de l'Espagne. Ça dit des choses. Ça ne dit pas tout, mais ça dit des choses. Quand on regarde l'évolution sur 10 ans, 2000-2012, plus 44,4 en France, plus 22,1 en Allemagne, plus 46 en Italie et plus 37,8 dans la zone euro. Vous voyez où nous en sommes. Donc, c'est ces écarts-là qui fait que nous nous retrouvons avec des problèmes de déficit de la balance commerciale, dont une grande partie est liée à l'intérieur de la zone euro et à nos échanges avec nos partenaires immédiats et voisins. Néanmoins, là aussi, nous voyons les choses s'améliorer. Nous avons pris une balance commerciale, tenez-vous bien, à 74 milliards de déficit. C'est dire à quel point les 10 années qui viennent de s'écouler ont été un désastre pour la compétitivité de notre pays. Bon, nous redressons par cette politique que nous menons. Elle n'est pas suffisante, mais elle est déjà là. Et elle permet d'ailleurs à Rexecode de noter dans son rapport, dans sa dernière étude du 23 octobre 2013, depuis 2 ans, les parts de marché de la France à l'exportation ont arrêté de baisser et sont stables. Je crois que c'était votre commentaire ce matin sur une radio, comme on dit périphérique. Ça traduit un certain nombre d'efforts qui sont liés à la fois au crédit d'impôt de toute nature, mais aussi à la modération salariale qui commence à s'installer dans les discussions sociales dans le pays. Car chacun comprend qu'il vaut mieux privilégier l'emploi plutôt que le pouvoir d'achat dans cette période. Mais c'est un sentiment qui se traduit dans des chiffres. Donc nous sommes en glissement à 60 milliards. On a gagné en un an 14 milliards de déficit. Mais il reste 60 milliards. Vous imaginez le travail qu'on a à faire. Voilà. Alors, donc nous avons ça en tête, Monsieur le Président. On n'est pas ni aveugle ni sourd, mais à chaque fois que vous demandez de transférer, puisque nous on a fait 20 milliards, donc si j'ai compris, pour que vous soyez satisfait, il en faut encore 80 milliards, donc vous voulez transférer 80 milliards sur les ménages. Vous avez vu les ménages en Bretagne, comment ils réagissent, donc vous voulez donc des taxes peut-être? Pas du tout. Non, ah bon, alors expliquez-nous comment vous allez faire. C'est extrêmement simple. Je pense que en tant qu'entreprise, et toutes les entreprises qui survivent et qui se développent et qui croissent, optimisent leur structure. Vous savez que nous avons une structure France qui fait 57% du PIB. À comparer avec la moyenne européenne qui est à 50% et moyenne allemande qui est à 45%. Les dépenses publiques de notre pays se sont envolées, et ça depuis 30 ans, c'est pas depuis votre arrivée au pouvoir. Depuis 30 ans, nous avons consommé 110 alors que nous avons reçu 100. Et voilà que nous avons la sphère publique la plus énorme, quasiment d'Europe, voire du monde aujourd'hui en pourcentage de PIB. C'est ça le problème, et c'est ce qui explique le ras-le-bol fiscal général.
généralisée des ménages, des salariés, des entreprises, et je suis parfaitement solidaire de ce ras-le-bol vis-à-vis des ménages et de mes salariés. Et il faut maintenant, en effet, surtout pas enlever ou rejeter le mistigris fiscal sur les ménages ou sur d'autres personnes. Il faut baisser les dépenses publiques, comme nous le faisons dans nos entreprises tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Nous optimisons des process, nous faisons extrêmement attention. Rien n'a été fait sur les dépenses publiques depuis 30 ans. Donc je suis désolé, ça vaut 1150 milliards, ce que je dis. Mais alors, elles n'ont même pas été stabilisées. Aujourd'hui, on a juste contraint la hausse. C'est une hausse de l'ordre de 18 à 20 milliards par an sur 1150 milliards. Nous avons économisé grosso modo 15, d'après ce que j'ai compris, sur cette hausse. Donc nous avons baissé la hausse, mais nous ne sommes pas rentrés dans le bois dur. Or, nous savons, tous les rapports ont été écrits. Depuis Pebro, depuis Attali 1, 2, depuis Kansu, il y a l'OCDE, le FMI, tous les instituts ont fait leur rapport. La Cour des comptes fait un rapport tous les 15 jours. Il faut du courage politique maintenant pour réduire ces dépenses, car si nous ne réduisons pas les dépenses, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ce problème de ras-le-bol fiscal, qui est un élastique tendu jusqu'au bout aujourd'hui, va casser. Et c'est ça l'inquiétude, c'est que non seulement nos entreprises seront toujours pas compétitives, mais on va charger d'autres... et c'est ça le problème. Alors, quand vous dites ça, je dis juste... À la limite, restons sur les 1150 milliards de 2012, sur les 5 prochaines années. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est de faire 20 ou 25 milliards de plus par an. Et je pense que rien que se donner l'objectif de zéro en valeur des dépenses publiques, eh bien, permettrait d'abord d'être courageux sur un certain nombre de processus, sur toute la partie sécurité sociale, sur tout ce qui est État, sur tout ce qui est région. Nous connaissons tous les endroits où il peut y avoir des économies, de l'optimisation de process, et sans faire la révolution française. Donc il y a toutes les idées sont sur la table aujourd'hui, il faut juste dire le ras-le-bol fiscal généralisé et le manque de compétitivité d'entreprise passera par maintenant regarder les 1150 milliards que nous dépensons tous les jours, et nous voyons des gaspillages partout, de la gabegie partout, des niveaux d'autorité incroyables. Un exemple, les chercheurs publics nous disent il y a 30 à 40% de travail administratif que nous faisons, 40% de travail administratif, de remplir des formulaires, des documents dans tous les sens. Est-ce que quelqu'un a suivi le processus de ces documents qu'ils remplissent? Est-ce que quelqu'un les traite? Qu'est-ce qu'ils en font? L'inspection du travail, pareil, j'en connais une ou deux qui me disent mais on vous demande des tas de choses aux entreprises. Est-ce qu'on a regardé clairement les documents qu'on demande aux entreprises toute la journée sur tous les sujets? Et quels sont ces traitements? Eh bien, cette inspection du travail m'a dit, en effet, il y a en gros la moitié de ces documents qui ne servent strictement à rien. Donc, il y a des moments, il faut regarder les processus de l'administration. C'est ce que nous faisons dans l'entreprise. Et pour positiver, parce que je ne voudrais pas être qu'un pleurnichard, comme monsieur le ministre l'a dit, je pense, si vous voulez, je pense que le MEDEF est totalement prêt, je l'ai dit à chaque fois que je rencontre Arnaud Montebourg, mais à aider à avancer, car la France est un grand pays, on peut créer 1 million d'emplois à 5 ans, c'est notre projet que nous avons en tête. C'est un grand pays qui ne demande dont il faut libérer les énergies. Eh bien, ce 1 million d'emplois qui nous permettrait de réduire le chômage de 11 à 7 ou 8%, ça, on est capable de le faire à la condition qu'on travaille ensemble avec le gouvernement sur un certain nombre de domaines. J'ai parlé d'améliorer encore le coût du travail, nous avons des idées, elles existent. C'est des réductions des dépenses publiques, on peut optimiser les dépenses publiques en faisant du benchmarking international et dans nos entreprises. Ensuite, il faut simplifier, car le domaine de la simplification, et là je salue le gouvernement d'avoir pris cette décision de nommer Guillaume Poitrinal et Monsieur Mandon pour s'occuper de la simplification qui va, normalement, devrait induire des optimisations, des réductions de dépenses et simplifier la vie des entrepreneurs qui ne pensent qu'à développer leur entreprise en France. Un entrepreneur de base ne pense qu'à embaucher, à investir en France. Il faut arrêter de penser qu'on veut se sauver avec l'argent, avec les dividendes et vendre notre boîte. C'est une hérésie, ça. Il faut dire, l'entrepreneur français, il veut embaucher chez lui, il veut embaucher en France. Mais il a peur, c'est incertain, il ne sait pas comment il va être mangé fiscalement. Socialement, c'est encore rigide et il faut encore améliorer, je dirais, l'adaptation permanente. C'est important, ça peut se faire avec les partenaires sociaux, bien évidemment. Voilà ce qu'il faut faire, nous savons ce qu'il faut faire, et je crois que ce 1 million d'emplois, c'est un projet que je porte au sein du MEDEF et au nom du MEDEF, et que je souhaite en effet faire dans une sorte de pacte de confiance que j'aimerais faire avec le gouvernement, avec les ministres concernés, pour travailler sur les 3, 4, 5 chantiers fondamentaux. Et on va gagner ensemble. Bon, vous comprenez cet agacement fiscal à cause des allers-retours, D'accord, bien sûr. D'ailleurs, nous ne sommes pas insensibles à la question de la dépense publique, parce que pour la première fois, c'était notre première loi de finances,
nous avons pris des mesures, nous avons demandé 3 milliards d'économies aux collectivités locales, nous avons demandé 1,5 milliard d'économies de gestion sur la sécurité sociale, c'est-à-dire ce que vous appelez dans l'entreprise les fonctions support. Par ailleurs, je fais partie de ces élus qui ont eu à gérer une faillite de leur collectivité locale quand j'ai pris un conseil général en Saône-et-Loire en faillite, j'ai dû faire l'ajustement et j'ai économisé 10% de mes dépenses. Je n'arrivais même pas à le faire admettre par les élus de ma majorité. J'ai engagé ma responsabilité. Je leur ai dit, écoutez les gars, si vous voulez ne pas appliquer le plan, écoutez, vous trouverez un autre président de conseil général où vous débrouillerez pour être mis sous tutelle. Puis finalement, ils ont changé leur vote, ils ont voté mon plan. C'est un plan qui a été difficile, mais on a quand même gagné les élections, parce que la population est d'accord avec ça. Donc je ne suis pas opposé à votre position. D'ailleurs, nous avons commencé, et nous allons continuer. Alors, sur les mesures de simplification, je dois vous dire, et je dois vous confesser, que nous sommes en face de l'État Léviathan, tel que Hobbes l'avait décrit dans les premiers écrits fondateurs du libéralisme politique, et non pas économique. Et il est vrai, j'en ai fait l'expérience, que moi j'ai fait naïvement ma première proposition de suppression d'un certain nombre de réglementations. Elle est passée dans la moulinette de l'arbitrage interministériel, et alors là, évidemment, j'ai rétréci au lavage. Et donc, comme j'aime pas trop ça, j'ai décidé de revenir avec beaucoup plus de propositions. Mais vous voyez bien qu'en effet, il faut un pilotage beaucoup plus volontariste, un petit peu la manière dont je le fais sur le sauvetage des entreprises ou sur les plans industriels. Il faut qu'on prenne cette affaire de façon encore plus sérieuse et plus, j'allais dire, plus intraitable. Bon, donc là aussi, le gouvernement est quand même déçu de lui-même. Vous voyez, sur cette première phase. Donc, nous voudrions, oui, nous allons passer à la deuxième phase. Je voudrais ajouter sur la question de la compétitivité, parce que là, on parle des facteurs réels. C'est ce qui est le plus difficile, transformer les facteurs réels. Parce que ça demande de changer des habitudes, ça demande de s'attaquer à une culture qui est quand même partagée, qui est le produit de la sédimentation historique, de ce qu'a été l'État dans notre pays. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer, et nous sommes partisans de faire des réformes, et nous les ferons, et nous les faisons. Bon. Néanmoins, nous devons être attentifs à d'autres facteurs qui peuvent parfaitement ruiner tous les efforts que nous sommes en train de faire. Je veux parler de la monnaie. Tous les États utilisent la monnaie comme moyen de compétitivité. Et nous n'en parlons jamais. Nous faisions comme si elle n'existait pas. Elle est hors du champ de notre activité humaine. Et pourtant, je salue Louis Gallois, ses propos ce matin dans votre journal, où il a dit que cela pourrait nous aider. L'euro trop fort et surévalué, et il indique que cela pourrait étouffer, si on était à 1,35, 1,40, la petite reprise à laquelle nous assistons, et donc c'est un problème politique. D'ailleurs, il ajoute, et j'approuve parfaitement ce propos équilibré, 1 euro à un taux raisonnable ne dispense ni des efforts ni des réformes. Mais il est nécessaire au redressement de notre compétitivité. Ça veut dire que nous devons en faire un sujet politique au plan européen. Mais pas que des responsables politiques. Ça concerne le patronat, ça concerne les syndicats, ça concerne les citoyens français. Une monnaie appartient à tout le monde. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je note que ce soit le FMI, que ce soit d'ailleurs la Fed, et tous ceux qui observent ces questions, notent à quel point une baisse de 10% du taux de change effectif de l'euro améliorerait notre activité de 1,2 point de PIB, créerait 150 000 emplois, réduirait le déficit public de 12 milliards. 10%, c'est 13 centimes. Hein. Oui, mais une baisse de 20% de l'euro comblerait notre déficit extérieur, donc là on repasserait 20%, ça fait 30 centimes, créerait 300 000 emplois, essentiellement dans l'industrie, et réduirait un tiers le déficit public. C'est plus facile de redresser notre compétitivité comme ça. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on n'en profiterait pas pour régler nos problèmes de déficit public, de dette, de coût du travail, etc. Ça nous permettrait d'être un tout petit peu plus à l'aise pour le faire, et de le faire plus vite, et d'éviter les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Mais vous êtes un peu le seul au gouvernement à dire ça. Hein. Non, le président de la République, si vous me permettez... On n'a pas tellement entendu le président de la République sur le... Non, mais il n'y a pas de pas tellement... ce sujet-là. Non, cher ami, il n'y a pas de pas tellement ou pas. Ça, c'est du journalisme. Moi, je vous parle de déclaration du 23 février du président de la République qui s'est exprimé sur la politique de change que la BCE doit mener. Voilà. Pierre Moscovici, depuis plusieurs mois, s'exprime sur la surévaluation de l'euro.
Donc je vous renvoie à vos archives et à votre journal. Lisez votre journal. Moi je le lis. Enfin, depuis Vous le 23, l'écrivez, mais moi je le lis. Depuis Voilà. quelques mois, donc ça nous permet quand depuis même... cette déclaration de François Hollande, l'euro a gagné 8%, donc, Eh ben, et on l'a c'est- plus donc, entendu tellement là-dessus. Donc, il faut reprendre ce problème. Je vous rappelle que l'euro est sous un contrôle politique qui s'appelle l'Eurogroupe. C'est pas une monnaie en l'air entre les mains de quelques banquiers centraux. C'est une monnaie qui appartient au peuple européen qui en ont besoin. Voilà. Donc, pardonnez-moi de vous rappeler ça, mais je pense qu'on peut tout faire en même temps. Voilà. Et par ailleurs, une surévaluation de l'euro de 10 centimes ruinerait ou dévorerait le CICE. Donc on n'a pas besoin de ça en ce moment, donc il faut se battre. On a besoin que vous parliez. Allez parler à Bruxelles. Demandez des rendez-vous comme vous le faites chez moi, je vous reçois. Mettez un lit de camp dans la chambre de Mario Draghi. Oui, alors sur le refort, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Louis Gallois ce matin et ce que dit Arnaud Montebourg, tout en étant très prudent. C'est-à-dire que c'est pas l'élément essentiel, mais ceci étant dit, ça doit pas être l'arbre qui cache toute la forêt derrière. Donc en effet, un euro autour de 1,40 par rapport au dollar est très élevé. Et nous le savons pour les sociétés exportatrices, nous savons que notamment dans les filières aéronautiques, eh bien 10 centimes de différence entre l'euro et le dollar pendant un an induit 2% d'exploitation en moins. Donc, alors, par contre, en effet, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un sujet politique de la BCE. Mais encore une fois, il y a d'autres éléments de compétitivité coût en parallèle de celui-là qu'il faut maîtriser, qu'il faut regarder politiquement. Et le MEDEF est en train de réfléchir justement à cette réflexion sur l'euro. Il y a le coût du travail, le coût de la fiscalité, le coût de la complexité et le coût de l'énergie. N'oublions pas l'énergie. Nous sommes sur un colloque sur l'industrie aujourd'hui. La transition énergétique est une filière fantastique à développer à partir de la France. Nous avons des compétences, nous avons la possibilité de développer une énergie future, décarbonée, peu chère. Je sais que c'est un combat que nous menons aussi avec le ministre Arnaud Montebourg, comme quoi nous sommes d'accord sur un certain nombre de points. Et là encore, c'est un sujet politique. L'énergie est un vrai sujet de compétitivité coût d'une part pour la France, deuxièmement est des opportunités de croissance, de création d'innovation et d'emploi pour le futur énormes, et donc ce sujet-là doit être aussi mis sur la table de façon non politique, de façon non dogmatique, et ça c'est très très important, mais de façon économique et de façon conquérante. La France doit retrouver un esprit de conquête, et c'est ça qui est important à mon avis. Pour faire un esprit de conquête et pour créer de l'emploi, c'est l'entreprise derrière, et l'entreprise doit être compétitive. Et nous revenons sur les éléments que le gouvernement doit nous servir comme éléments de compétitivité coût. Et nous, entrepreneurs, nous ferons notre travail sur l'innovation, sur les clients, sur l'exportation, sur l'investissement, sur les hommes et les femmes. Et je crois que c'est ça le deal et le pacte de confiance qu'il faut signer avec le gouvernement pour que la France s'en sorte le plus rapidement possible. C'est laissez-nous travailler, laissez-nous innover, laissez-nous investir. Nous créerons des emplois, de nombreux emplois. Faites-nous l'environnement qui va bien, fiscal, social, réglementaire. Et je crois que c'est ça, c'est assez simple in fine, mais il faut du courage et il faut surtout assumer la mondialisation et il faut assumer l'entreprise comme étant 70% des solutions aux problèmes du pays. Sur l'énergie, Monsieur le Ministre, vous arrivez à convaincre un peu vos collègues du gouvernement sur tous les En tout sujets cas, qu'on connaît, le débat est intense en interne. Pourquoi? Parce que nous avons, sur le plan politique, une histoire très favorable et des choix politiques qui ont été faits avant nous qui sont très importants. C'est la rente nucléaire historique. Et elle a servi à notre développement. Donc, ne préserver ce qu'on a et investir dans ce qui peut nous rapporter, c'est l'esprit dans lequel la discussion a lieu. Donc, préserver l'appareil productif, producteur d'énergie électrique pas chère, ce qu'est le nucléaire, nous y veillons. Et par ailleurs, nous devons regarder ce qui s'est passé autour de nous. Je suis allé au colloque des industries de l'électricité, je leur ai parlé franchement, je leur ai dit regardez en Allemagne. En Allemagne, on a fermé le nucléaire, les centrales nucléaires, on a financé à prix d'or des énergies renouvelables très coûteuses, donc ça a fabriqué de la dette, et pour faire marcher le tout, le prix élevé des énergies de remplacement du nucléaire pas cher, eh bien, on a réouvert les centrales à charbon. Et donc, l'Allemagne est devenue le pays le plus polluant en termes de CO2 de l'Union européenne. En Espagne, où ils ont investi massivement dans les énergies renouvelables, ils ont 25 milliards de dettes, qui fait partie d'ailleurs de la crise espagnole. Bon, donc, on voit bien
qu'il y a là une équation difficile à tenir. Donc pour être raisonnable et intelligent collectivement, nous devons évidemment préserver nos atouts, les prolonger le plus longtemps possible, et investir dans ce qui peut nous permettre de garantir à l'industrie, c'est-à-dire à notre appareil productif, un avantage compétitif qu'il avait. L'affaire des gaz de schiste américains est un séisme géopolitique dans le monde. C'est ce qui conduit le gouvernement des États-Unis d'Amérique à se détourner des États du Golfe, car ils considèrent qu'ils vont devenir exportateurs nets et non plus être dépendants des hydrocarbures de cette région du monde. C'est ce qui conduit la Russie à se retrouver finalement moins puissante avec son gaz qu'elle ne espérait l'être pendant longtemps. Et c'est ce qui conduit l'Europe aujourd'hui à avoir toute son industrie pétrochimique menacée, c'est-à-dire toute la chaîne de transformation, parce que nous n'avons pas les coûts de production du gaz que les Américains intelligemment refusent d'exporter pour ne pas faire profiter cette rente à d'autres qu'eux. Donc c'est de l'action géopolitique. Donc, vous voyez que les débats peuvent être, j'allais dire, vifs, amicaux, cordiaux, mais intenses au sein du gouvernement. Nous venons de prendre la décision de reconnaître les gazo-intensifs. Hein, c'est un décret qui est paru hier, je crois, c'est ça vous ne savez pas. Bon, moi je le sais. Voilà. La chimie, l'acier, l'aluminium, le papier, qui sont des industries essentielles à la nation, sont évidemment stratégiques. Donc nous avons reconnu le statut des gazo-intensifs, qui était une demande de la filière pétrochimique, notamment. Pas seulement, mais notamment. Donc nous avançons, on vous tient au courant. Merci. Un mot pour finir, parce qu'après on doit vous libérer, mais ce qui se passe en Bretagne, vous faites un lien avec le ras-le-bol fiscal dont on parle. Vous pensez que c'est en partie dû à ça? Le ras-le-bol fiscal, d'accord, très bien, mais je veux bien le reconnaître. Constatez quand même. Je le vois, je l'entends comme vous, mais ce que je vois, c'est surtout le désespoir économique. C'est-à-dire qu'une nation qui a perdu sa compétitivité et qui perd ses usines, ça crée beaucoup plus de troubles. Tout le monde comprend qu'il y a un problème de surendettement de notre pays. Est-ce qu'une entreprise peut être surendettée? Elle finit au tribunal de commerce. Un ménage qui est surendetté finit dans la procédure de surendettement de la Banque de France. Eh bien, un État surendetté, c'est un État qui a perdu sa liberté. Bon, donc, il y a évidemment à régler ce problème. Diminuer le déficit et le niveau de la dette. Et tout le monde a compris qu'on a des niveaux himalayens qui portent atteinte à notre souveraineté de grande nation. Bon, donc tout le monde sait ce problème. Quand vous voyez une région qui subit le contre-coup de décisions européennes, parce qu'il y a quand même ça, la fin des restitutions, premièrement, parce que c'est quand même ça, la moitié du problème. Hein. Une autre partie qui est liée à la perte de compétitivité dans l'agroalimentaire, parce que l'appareil productif est insuffisamment modernisé. Que vous voyez que ces salariés n'ont pas d'usine, parce que c'est une péninsule, c'est un lieu, c'est un Finistère, n'ont pas de possibilité de retrouver un travail facilement. Quand en plus on se retrouve avec des sinistres industriels comme Alcatel, PSA, qui touchent la Bretagne, c'est-à-dire que même les emplois ouvriers, production, ne sont plus au rendez-vous, parce que les autres usines qui était un des éléments de la diversification dans les années 70, 80 de la Bretagne, vous avez une région qui se révolte. Et pour moi, je dois vous dire, j'ai d'autres régions qui me disent, mais notre taux de chômage est 3 points au-dessus. Mais ce sont des régions qui sont moins enclavées, qui ne sont pas enfermées, qui sentent la possibilité de rebondir. Voilà, donc c'est une difficulté qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser et auquel il faudra que le gouvernement apporte des réponses. Pierre Gattaz. Oui, je crois que ça reflète une grande souffrance, je dirais, de la population, à la fois des salariés, des entrepreneurs, des agriculteurs, puisque tout le monde était dans la rue. Alors je condamne fermement toutes les violences qui ont été commises, bien évidemment, mais il faut écouter cette souffrance, et je crois que les réponses, c'est en effet ce problème du taux de chômage à 11% et de 25% des jeunes. C'est mon obsession
pour le MEDEF, c'est l'emploi, et vous remontez la chaîne. L'emploi, c'est l'entreprise c'est la compétitivité, et c'est aussi un cap. Et c'est pour ça que j'ai salué tout à fait le travail de Arnaud de Montebourg sur ces 34 filières. Enfin, il y avait une vision, un cap. Je crois qu'il faut aller plus loin. Le MEDEF a lancé il y a quelques mois France 2020, une France qui gagne. C'est une France conquérante, avec un chômage en dessous de 7%. Et lorsque vous avez cet objectif, comme nous nous donnons dans les entreprises, notre entreprise, nous sommes obligés d'avoir des plans stratégiques à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans parfois. Eh bien, la France n'a plus d'objectif depuis 30 ans. Eh bien, nous flottons comme un bouchon sur l'océan. Il faut donner un cap. Le cap, c'est d'être fort économiquement pour créer de l'emploi, de la richesse, de la croissance. Ça passe principalement à grande majorité par l'entreprise et les équipes, et à partir de là, vous déroulez tout le rouleau compresseur, et vous arrivez sur les problèmes de l'énergie, vous arrivez sur la fiscalité, vous arrivez sur la confiance, sur l'attractivité du territoire pour les investisseurs étrangers. Et puis ensuite, je crois qu'il faut assumer, et c'est ce qu'ont fait Schroeder et Hartz en 2003, ce que malheureusement nous attendons en France. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci d'être venus.